Pour avoir de très beaux entrées, il faut maîtriser correctement sa stratégie. Ok. Moi, je ne compte pas le nombre d'heures que j'ai passé sur le marché avec ma seule stratégie. J'utilise la même stratégie depuis 3 ans. Non, 3 ans, c'est pas 3 ans. On est en 2026. J'ai commencé cette stratégie en 2022. Et j'utilise la même stratégie jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu ne maîtriseras jamais ma stratégie plus que moi. C'est pas possible. C'est-à-dire, je maîtrise trop bien ma propre stratégie, en fait. Et tout. Donc, je sais quand ça doit retracer. Quand ça commence à retracer, je sais comment récupérer mon capital quand c'est en train d'aller vers le SM. J'ai tellement bossé sur ça, je maîtrise ma stratégie. Donc, une fois que tu maîtrises très bien ce que tu fais quand tu viens devant le marché, tu joues avec, en fait. Ok, tu joues au loto même avec, tu fais ce que tu veux, en fait, avec, ok, sachant pertinemment que personne n'est le dieu du marché, personne n'a le monopole du marché, tu vas faire des pertes et tout. Mais ça sera beaucoup plus simple pour toi si tu maîtrises très bien ta stratégie. Donc, comment faire de bonnes analyses pour avoir des meilleures entrées? Maîtrise une stratégie, travaille bien cette stratégie, backteste bien et observe. Moi, je vous dis une chose, je n'aime pas trop les traders qui enseignent en même temps à des débutants comment utiliser les ordres limites, les buy limites et les sell limites, les buy stop et les sell stop directement et tout, et d'aller se coucher. C'est une bonne chose, c'est pas un problème. Mais pour des débutants, moi, je pense que la meilleure des choses, c'est d'apprendre comment trouver les entrées sur place. C'est-à-dire, tu es là quand l'entrée sort, tu prends. Comme ça, tu observes comment est-ce que ça s'est passé et tu as pris la position. Et comme Chabelle l'a dit, une fois que tu fais un stop loss, ne ferme pas en même temps le graphique. Regarde ce qui s'est passé après. Pourquoi j'ai fait le stop loss? Tu vas comprendre si c'est un petit stop loss que tu avais fait, tu vas comprendre si c'était une chasse au stop loss. Souvent, il y a des personnes qui placent les stop loss. Il y a une petite mèche qui vient toucher ton stop loss et hop, ça part dans ta direction. Et quand tu vois que ce même mouvement se répète plusieurs fois sur plusieurs trades, tu vas te dire, OK. Donc, c'est comme ça que ça réagit en fait. Donc, ça veut dire que désormais, là, pour ce genre de configuration, je ne vais plus rentrer en même temps. Je vais attendre cette petite mèche qui ira chercher mon stop loss si j'avais pris la position et c'est là-bas que je vais rentrer. C'est comme ça qu'on travaille c'est comme ça qu'on travaille les entrées optimales. Donc, quand les gens ils prennent des snipers entry là, c'est pas par magie. Donc, c'est tellement qu'ils ont travaillé leur entrée, ils ont travaillé leur manière de fonctionner, ils ont vu le nombre de fois où le stop loss a touché leur position, ils se sont dit, attends, vu que je rentre ici, à chaque fois le stop loss va me chercher là-bas, je ne vais plus rentrer ici, je vais attendre là-bas maintenant. Donc, si ça vient là-bas, on va le charger à fond maintenant correctement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, il n'y a pas une méthode miracle en mode, voici comment on fait les analyses sur le marché pour, non, ça n'existe pas. Tu maîtrises bien ta stratégie, que ce soit avec les trend lines, les chartismes, le week-off, la SMC, la SMV, la SMP, c'est toi qui vois. Maîtrise bien ce que tu fais, observe bien comment les coûts se comportent, fais des photos de tous les trades que tu prends et observe. Tu vas remarquer des choses et tu vas pouvoir l'améliorer. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Chabel, tu nous parles un peu. Tu as quelque chose à ajouter tout? Bon, comment faire de meilleures analyses pour avoir de meilleures entrées? Déjà, il faut savoir que les entrées se travaillent. Tout le monde ne reste pas focus sur les entrées. Il y a des traders que moi je connais, voilà, tant que ils ont leur setup, ils ont leur zone d'entrée, ils entrent. Le marché aussi, finalement, ils ont raison. Les entrées, ça ne les concerne pas vraiment. Mais quand tu veux travailler tes entrées, tu vas passer plus de temps sur les marchés. Tu seras amené à peut-être fouiller dans ce qui s'est déjà passé, en fait. Tu vas derrière le marché, tu essaies de voir, selon ma stratégie, selon les zones que je travaille, où est-ce que le marché vient prendre son envol? Où est-ce que le marché vient prendre son pic, en fait? À partir de ce moment-là, tu vas passer des heures sur les marchés, tu vas passer du temps à voir ce qui s'est déjà passé, ce qui continue de passer, tu vas prendre des traits. En fait, lorsque tu vas capter quelque chose, tu vas l'utiliser, tu vas voir quel a été le comportement du marché face à ça. Donc, la prochaine fois, si je veux avoir une meilleure entrée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que le marché fasse tel d'abord? Est-ce que j'attends un retest? Ou bien est-ce que j'attends que le marché fasse tel mouvement? Les meilleures entrées, surtout quand vous avez de petits capitaux, c'est ça en fait. Vous restez sur le marché, vous passez du temps sur le marché, vous essayez de comprendre en fait quel est le bon moment où il faut rentrer. Je pense que sur les autres limites dont Kajak a parlé, je vais faire un petit truc là-dessus. Lorsque moi, je travaillais mes entrées au départ, et voilà, j'avais une configuration d'entrée que j'utilisais, surtout quand j'étais sur les indices synthétiques, les indices crash et boom, que j'avais une configuration que j'utilisais à l'époque. Et ça permettait de savoir que, voilà, lorsque je retrouve tel à tel niveau, le marché est potentiellement capable de faire tel mouvement. Donc, à partir de ce moment-là, je plaçais les autres limites. Mais par la suite, qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand le marché vient presque dans la zone, me loupe
et je reviens, tu vois que le marché a pris normalement dans ton sens. Mais sans te déclencher, il t'a laissé carrément là où tu es. Sans te déclencher, tu viens, tu as mal, tu as si. Mais par la suite, j'ai compris le truc. Je restais sur le marché maintenant, je traçais ces zones-là, j'attendais de voir quelle est la réaction que le marché aura. À partir de ce moment-là, quand il a commencé par capter ces petits points, lorsque le marché fait le moment auquel je m'attends, je rentre. Ça ne veut pas dire que sur tous les coups, tu auras la meilleure entrée, hein. Mais quand même, si tu ne commences pas à travailler sur la base de ça, à partir d'un moment, tu vas commencer par avoir de meilleures entrées. Tu vas commencer plus à te challenger avec de petits comptes que tu vas. Je pense que réellement, la force d'un trader, c'est là, en fait. C'est de pouvoir prendre de petits capitaux, de pouvoir se challenger, les amener haut. Donc, pour celui-là qui cherche les meilleures entrées, il saura qu'il va beaucoup plus passer de temps sur le marché à observer des mouvements, à tester encore et encore, encore et encore, jusqu'à avoir la sauce qu'il veut, en fait. Ok, super. Mais je vais revenir sur un point rapidement, Oui. sur ce que tu viens de dire actuellement, que la force d'un trader, c'est de pouvoir prendre des petits capitaux et de pouvoir se challenger. Mais dis-moi, en tant qu'un débutant, est-ce que c'est possible de faire ça, en fait? En tant Évidemment. qu'un débutant, est-ce que c'est possible? Évidemment. Évidemment. Les débutants que l'on connaît, ce ne sont pas des gens, les débutants que l'on connaît, ce ne sont pas des gens forcément qui viennent avec de gros capitaux. Et la majorité de ceux que moi, je connais qui se lancent dans le trading, c'est parce qu'ils cherchent en fait, voilà, une source de revenus, quelque chose qui va leur permettre d'atteindre une certaine liberté financière. Donc, ils viennent déjà avec, voilà, une certaine situation donnée. Donc, lorsque tu viens en tant que trader débutant, tu n'as pas de gros capital, tu n'as que de petits capitaux. Ta force réellement sera de challenger en fait. Il y a quelque chose que je dis souvent à ceux qui sont dans ma communauté. Lorsque vous rechargez vos capitaux, là, vos $50, vos $100, vos $200 au plus, est-ce que vous prenez d'abord du recul pour essayer de comprendre comment est-ce que vous voulez travailler? Le capital, quel est l'objectif? Est-ce que je veux pouvoir juste faire le x2 de mon capital et bouger? Je veux faire le x10 de mon capital et bouger? Je veux faire le x15? Ça dépend en fait. Donc, je viens avec un capital de $100. Mon objectif, c'est peut-être d'atteindre les $1000. Ma manière de travailler sera totalement différente si peut-être je viens avec un capital le même capital de $100. Je veux juste faire un x2 dégagé du marché. Dès le moment où je sais que je vais atteindre les $1000, je ne vais pas me concentrer sur toutes les opportunités, en fait. À partir de ce moment-là, je vais commencer par chercher la meilleure des opportunités pour moi. Si j'ai déjà une stratégie de travail, si j'ai déjà des configurations qui me permettent de rentrer en position sur le marché, si 10 se présentent devant moi, je ne vais pas prendre tous les 10. Je vais chercher celle qui rassemble tous mes éléments. Ceux-là qu'on parle, cette étiquette de trader non rentable, trader débutant, souvent sont des gens qui ont la capacité d'exploser en trading en fait. Tu n'as pas besoin de venir avec un capital de $10 000 et t'habituer à ça et finalement revenir vers de petits capitaux. Tout le monde ne commence pas de petits capitaux. Tout le monde ne commence pas de petits capitaux. Donc, en tant que trader débutant, vous devez déjà savoir, bien sûr, votre style de trading, sur quel type d'opportunité vous allez vous positionner selon votre objectif. Je viens avec un capital de $100, je veux juste un x2. Ça ne sera pas la même manière de travailler. Si je viens avec $100, je veux un objectif de $1000. Non, je vais me concentrer cette fois sur les meilleures opportunités, sur les meilleures entrées. Je rentre, je multiplie peut-être mes positions et voilà, j'attends patiemment que le marché aille vers mon TP. Donc, c'est bien sûr possible pour un trader débutant de pouvoir prendre de petits capitaux et de se challenger par rapport à ça. Et pour ceux qui sont de ma communauté, je pense que certains sont connectés ici. Il y a un exercice que je les amène à faire souvent. Vous venez avec $100 que vous avez rechargé dans votre cachet et dérive. N'envoyez pas tout sur MetaTrader là-bas. Envoyez $5. Challengez-vous sur les $5 pour voir ce que ça peut donner. Dès le moment où tu es en face de $5, tu vas pas, c'est comme si c'est le seul capital que tu as en fait. Tu vas pas te permettre de prendre n'importe quelle opportunité. Non. Tu sais que si ça se passe mal facilement, je perds les $5. Mais quand tu recharges totalement les $100, cette fois-ci,
Si une opportunité se présente devant toi, tu ne vas pas forcément être patient. Être patient jusqu'à avoir ton entrée. Tu vas te permettre forcément à un moment donné de rentrer comme ça. Mais dès que tu as un petit capital en jeu, là, tu réfléchis autrement. Tu cherches de chercher la meilleure entrée. Donc, un trader débutant peut, oui, se challenger sur de petits comptes et atteindre de bons résultats. Je le crois sincèrement. Pour, euh, pour quand moi j'étais trader débutant et pour la majorité des traders débutants que je connais, quand on parle de petits capitaux, je pense que ça part de $10 dans la tranche de 200 là-bas, hein, ou bien maxi 500. Mais 500 même, c'est déjà un capital assez important pour un trader débutant, je crois. Donc $10 à $200. Payak, tu nous dis quoi par rapport à ça? Est-ce que c'est bien de. Voilà, par rapport à tout Bon, ça? je pense qu'il a tout dit parce que dans tous les cas, les traders professionnels ont d'abord été tous des débutants. Donc, en gros, comment on appelle ce cliché de trader débutant là, pour moi, ça n'a rien à voir avec le capital. Débutant, c'est quelqu'un qui vient de débuter quelque chose. Donc, ça n'a rien à voir avec le capital. Il y a des personnes qui ont débuté le trading, ils avaient énormément d'argent à investir. Tu vas avoir des gens qui vont dire que bonjour coach, je suis débutant dans le trading. Tu vas lui faire comment on appelle, un audit avec lui, bien tu vas discuter en fait avec lui. Il va te dire que j'ai déjà perdu $10 000. Il dit que, comment, $10 000 débutant, tu as déjà perdu $10 000, comment ça? Je ne comprends pas. Tu me mens ou bien c'est quoi? En fait, j'ai pas compris. Donc, toi, dans ton débutant là, toi, tu as déjà perdu $10 000. Moi, je connais des traders qui sont très avancés, mais qui n'ont même pas encore perdu cette somme. Si on cumule même le pet. Donc, en gros, tu vois, donc, le capital, pour moi, ça n'a rien à voir avec le niveau du trading de la personne. Un débutant, c'est quelqu'un qui vient de commencer. Maintenant, Chabelle a raison sur un point. Généralement, surtout ici en Afrique, la majorité des personnes qui se lancent, surtout les jeunes, c'est pour trouver une situation financière stable. Donc, en gros, les gens ont l'ego, tu vois. Quelqu'un va se dire que si je gagne déjà 2 millions par mois, par exemple, 2 millions de CFA encore, qu'est-ce que je ferais à faire du trading? Parce que c'est ça, en fait, généralement. Les gens qui gagnent déjà énormément d'argent, selon eux, ne calculent pas trop, en fait, les métiers en ligne et tout ça, parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà, en fait, aisés, tu vois. Donc, généralement, ça, c'est quelque chose en fait à revoir, hein, parce que en réalité, le trading en lui-même à la base, c'est même pas pour des personnes qui n'ont pas le pouvoir d'achat. Hein. Le vrai trading même, c'est pour les personnes qui ont énormément d'argent. Mais généralement, ce qu'on remarque dans notre société, c'est que les personnes qui se lancent dans le trading, surtout les jeunes, sont des personnes qui n'ont pas une situation financière déjà stable et qui veulent un moyen de faire une plus-value. Donc, comment tu vas demander à un jeune, comme moi par exemple, qui vient d'arrêter l'université ou qui dèche fort, d'investir $500 dans le trading? Frère, j'aime même pas ça. Tu veux investir comment? Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que petit capital, je suis d'accord avec Abel, c'est de $10 à 200. Voilà. Même en dessous de $100, max, et tout, c'est déjà des petits capitaux. Maintenant, que la personne a un fort pouvoir d'achat ou pas, moi, c'est juste la petite chose que je vais compléter. Que la personne a un gros capital à investir ou pas, le mieux, c'est de toujours commencer avec des petits comptes. Toujours. Et tout. Parce que moi, je me dis, si tu n'es pas capable de faire quelque chose avec un petit compte, avec un gros compte là et tout, tu vas pas faire long feu sur le long terme et tout. Ça risque d'être complexe. Tu vas gagner l'argent, mais tu n'auras pas la maîtrise pointue de ce que tu fais et tout. C'est toujours mieux, même si tu as un fort pouvoir d'achat, de commencer avec des petits comptes. Si tu n'arrives pas à partir de 100 à 1000 ou de $50 à $500, mon frère, même si on te donne un capital de 2000, tu vas faire du profit, mais ça ne va pas durer sur le long terme. Tu vas revenir encore à la case. Donc, en gros, c'est juste mon petit conseil. Les petits comptes, c'est même pas en mode, non, la personne n'a pas d'argent, donc du coup, il commence à, non, non, c'est une obligation. En fait, ça fait partie du processus. Le trader doit se challenger au bout d'un moment, partir d'un petit compte pour chercher une plus-value. C'est un challenge personnel. Il faut passer par là, quoi, tu vois. Donc, en gros, c'est un peu ça. Maintenant, comment dirais-je, pour tout le reste, je pense que Chabelle a tout dit, donc moi, j'ai pas quelque chose à rajouter personnellement par rapport à ça.